Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi de Bismart, rendez-vous quotidien. Merci pour votre fidélité. Dans le cercle RH, on va s'intéresser à un sujet, un serpent de mer, la discrimination, les discriminations à l'embauche. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Working Progress à la rencontre d'entreprises, de start-up qui innovent. Et puis, dans notre rubrique Bien dans son job, l'environnement RH, eh bien, comment les DRH accueillent les fameuses mesures écologiques qui sont issues des conventions citoyennes. On fera le point dans quelques instants avec Benoît Serre. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, on accueillera un jeune entrepreneur. Il est passé par la filière CFA du CNAM. Oui, il en est un peu l'ambassadeur. Il nous en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, le JT présenté chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, 1400 suspicions de fraude au chômage partiel ont été détectées. Un bilan dressé hier par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sur RTL. Les services de l'État ont effectué 25 000 contrôles. 700 entreprises sont suspectées d'escroquerie et 700 autres de déclarations mensongères. 50 000 contrôles supplémentaires sont prévus d'ici la fin de l'été. Des autoroutes ferroviaires pour relancer le fret. Une mesure d'urgence dévoilée hier par Jean Castex. Au programme notamment la construction des lignes Bayonne-Cherbourg et Sète-Calais et la réouverture de la ligne Perpignan-Rungis. Le Premier ministre a également décrété la gratuité des péages jusqu'à la fin de l'année 2020 et une division du prix par deux pour l'année 2021. Pour rappel, le secteur du fret ferroviaire regroupe environ 22 000 emplois en France. Enfin, pas de retour à la normale avant 2024 pour le transport aérien. L'Association internationale du transport aérien a revu ses perspectives à la baisse. L'association tape sur une chute du trafic mondial de 63% cette année, contre une précédente estimation à 55%. L'organisation estime à 419 milliards d'euros le manque à gagner pour 2020 en raison de la crise du coronavirus, soit une baisse de moitié des recettes mondiales du secteur de l'aviation commerciale. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Merci Cécilia, on se retrouve demain pour un nouveau JT de l'emploi. Retour dans Smart Job avec bien dans son job. Vous connaissez la rubrique, c'est l'environnement RH. Et on accueille Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes le vice-président de la NDRH. Alors là, ça a un grand sens d'en être le vice-président parce que c'est 5000 DRH qui évidemment ont regardé avec intérêt les premières mesures dévoilées par Barbara Pompili en vue d'une loi en 2021. Alors tout ça est le fruit d'un travail de concertation citoyenne, 146 mesures prises par le gouvernement. 3 axes, on va en parler. La rénovation énergétique des bâtiments, la maîtrise de consommation de l'énergie et la lutte contre l'artificialisation des sols, qui sont les grands axes de ces mesures reprises. D'abord, dans quel état d'esprit se trouvent les DRH et comment vous regardez ces mesures? Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas pour l'emploi? Alors, certaines signifient qu'il va falloir créer des nouvelles filières. Si je prends l'exemple, vous savez, de la suppression programmée des chaudières fuel, qui est sous 2 angles d'ailleurs. Vous avez vu, il y a d'un côté, le texte du gouvernement demande que tout nouveau bâtiment ait recours plutôt à des techniques type pompe à chaleur, et que toute chaudière à fuel qui tomberait en panne, même chez un particulier, ne pourrait être remplacée que par soit une chaudière à fuel avec moindre consommation, soit effectivement pompe à chaleur ou autre. Donc ça signifie qu'il va falloir, et ça en RH on connaît bien, faire une véritable réallocation de ressources de compétences. Parce qu'aujourd'hui vous avez des milliers de gens qui savent installer des chaudières à fioul, mais puis beaucoup moins qui savent installer des pompes à chaleur. Comment on fait Donc ça pose la question de la transformation des compétences des gens qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets, mais surtout des filières de formation. Absolument. Voilà, donc ça c'est pour Et j'allais dire une filière industrielle, parce qu'il y a des vrais enjeux économiques sur ceux qui fabriquent ces chaudières. Alors après, vous avez la filière de fabrication, vous allez retrouver le même phénomène pour la deuxième partie des projets qui ont été présentés par Barbara Pompili, c'est-à-dire ceux sur l'économie énergétique, parce que, évidemment, ça va donner beaucoup d'activités aux différentes entreprises qui le font. Attention, ça va assez loin ce qui est proposé, puisque vous avez sans doute vu que lorsque vous êtes un bailleur, quand vous louez un logement... C'est radical même. Si vous ne pouvez pas avoir un niveau de consommation énergétique acceptable, vous ne pourrez plus louer votre logement. Donc c'est vrai que pour l'emploi, c'est quand même un sujet relativement important, parce que si vous ne pouvez plus le louer, ça veut dire que pour le propriétaire c'est compliqué, mais également pour le locataire. Et on sait que dans certaines grandes villes, le marché du logement est quand même extrêmement tendu. Donc il faudra s'assurer que ce soit équilibré. Et puis, si je peux me permettre une petite pique, permettez-vous.
vous ? Je ne doute pas un seul instant que ce sera appliqué également aux bailleurs publics, dont on sait qu'eux aussi, ils ont quand même un parc immobilier dont la situation énergétique n'est pas forcément une des plus exemplaires. Il faudra voir d'ailleurs si c'est un décret ou si c'est un texte de loi, et on l'imagine sera amendé, parce que là, aujourd'hui, les bailleurs font grise mine. Ouais. La rénovation énergétique, on avait évoqué sur ce plateau d'ailleurs, dans Smart Job, un débat sur cette rénovation. Les acteurs du secteur évoquaient 100 à 150 000 créations d'emplois, parce que c'est aussi une filière à créer. Il y a une étude contradictoire alors, d'un think tank qui s'appelle Bien commun Advisory, qui est très très dur, qui lui dit à l'issue de ces mesures proposées, on perd de 300 à 500 000 emplois, et c'est 1,1 à 2,7 de croissance qui disparaîtrait. Dans quel état d'esprit vous vous situez ? Parce qu'il y a quand même un effet bénéfice-risque. Alors, de toute façon, c'est un sujet, la destruction d'emplois, la création d'emplois. Vous connaissez ces statistiques que tout le monde connaît. On dit que 60% des emplois de demain n'existent pas encore et 40% des emplois d'aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. C'est notamment sous l'effet de la digitalisation, qui est un autre exemple. La digitalisation, elle va s'accélérer avec la crise. Donc c'est vrai qu'on est confronté à une transformation des compétences assez radicale. Tout l'enjeu, ça va être d'une part de former des gens aujourd'hui exerçant un emploi qui disparaît. Pour les former, c'est la question de l'employabilité, on en a déjà parlé ici. L'employabilité, donc la capacité à conserver un emploi, c'est l'un des premiers enjeux de la responsabilité sociale des entreprises et des DRH en particulier. Donc ça, c'est la question de l'employabilité. Et puis après, il y a la question des filières professionnelles, parce que si vous avez un décalage aussi fort des emplois qui apparaissent, il va falloir changer les filières professionnelles, et on sait que le système est quand même assez lourd pour le modifier. Mais Benoît Serre, les DRH qui sont là, dans la salle des machines, qui vont partir en vacances et qui vont avoir une rentrée compliquée, est-ce qu'il est possible de gérer à la fois une complexité du marché de l'emploi et des nouvelles mesures environnementales et écologiques ? Est-ce que c'est le moment ? Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je pense que, contrairement à d'autres sujets dont on a pu dire que ce n'était pas le moment, on parle des retraites évidemment, celui-là, oui, parce que d'abord, c'est une attente, c'est une nécessité, et enfin, de toute façon, que vous ayez une tension sociale, pas une tension sociale, des problèmes d'emploi, pas des problèmes d'emploi, le sujet de la prévision des compétences dont une entreprise a besoin, il est absolument fondamental. On a des outils pour ça. Vous savez, c'est les fameux accords de gestion des emplois et des parcours professionnels, les GEP, qui sont très importants parce que c'est comme ça que vous projetez les compétences des gens. Or, l'un des enjeux de la transformation, qu'elle soit écologique, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit d'une autre nature, c'est sa vitesse. Or, le sujet, c'est comment je réconcilie la vitesse de transformation des compétences dont j'ai besoin et la vitesse de transformation économique dont j'ai besoin. D'où la capacité à anticiper. C'est pour ça que ce type de choses, certes, on entend des suppressions d'emplois ici ou là. L'enjeu, ça va être comment je maintiens des emplois pour des gens qui en ont aujourd'hui en leur donnant des nouvelles compétences, comment je forme des jeunes pour acquérir sur des emplois dont on a besoin, et surtout, comment je fais pour que les emplois restent localisés, en l'occurrence en France. Ma question n'était pas politique, elle était, j'allais dire, philosophique. Est-ce qu'on peut marier un développement économique mature et des mesures écologiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, on invente le monde de demain, c'est-à-dire le monde des emplois de demain, avec ces mesures écologiques ? Beaucoup en doutent. Alors, moi, je vais faire confiance au Premier ministre. Jean Castex. Jean Castex, qui a expliqué hier, à l'issue de la conférence de presse de Barbara Pompili, qu'il était pour une écologie du territoire, de l'action, ouais, plutôt qu'une écologie punitive, moralisatrice et philosophique. Eh bien, un peu comme sur le débat sur la RSE, je trouve que c'est intéressant cette approche qui est de dire faisons des choses peut-être pas très impressionnantes, mais extrêmement concrètes, plutôt que punir, mettre en accusation, responsabiliser. Non, mais punir, il veut dire qu'il n'installe pas une nouvelle taxe carbone, puisque c'est de ça. Par exemple. Mais néanmoins, il va bien falloir s'intéresser aux pollutions et donc à la taxe sur le carbone. Oui, mais c'est vrai. Mais justement, si on a une approche, par exemple, la disparition petit à petit des moteurs diesel, qui est une approche complète. C'est-à-dire que j'en tire des conséquences sur ma manière de produire, j'en tire des conséquences sur la formation, j'en tire des conséquences sur les compétences des gens. Alors c'est une écologie qui va soutenir le développement économique. Si j'ai une écologie qui est essentiellement punitive avec des taxes dans tous les sens, les acteurs économiques ont une première obsession, c'est s'en échapper. Je vais vous donner un exemple. De contourner finalement le... Vous vous souvenez peut-être au mandat présidentiel précédent, le fameux débat sur la pénibilité. Où on avait accouché d'un truc totalement incompréhensible. Moi le premier, et plein de DRH, leur premier exercice c'était comment je fais pour éviter le truc.
Eh ben, pour l'écologie, ce serait dramatique si la complexité, le côté punitif, le côté moralisateur faisait que tout le monde cherchait un moyen de s'en sortir. Donc on laisse Donc faire. là, on va surtout attendre de voir la loi 2021. Elle vous inquiète, cette loi? Elle est un peu, alors pas à titre personnel, mais elle peut être un peu inquiétante parce qu'on sait que ce sont des sujets éminemment politiques et chaque jour nous rapproche d'une élection présidentielle. Et que par conséquent, vous avez peut-être vu les réactions de Yannick Jadot en disant qu'il faut aller plus loin. Donc la loi 2021, il ne faut pas non plus, et c'est pour conclure là-dessus, que l'approche écologique nécessaire et indispensable soit d'abord un énorme train de contraintes, parce que pour le coup, les entreprises ne peuvent pas se permettre de se rajouter encore des contraintes. C'est ça, donc ça irait à contresens de la relance, parce Voilà. qu'il sera question dès la rentrée, évidemment, et on en parlera, de la relance et de la création d'emplois, parce que c'est vrai que beaucoup d'emplois ont été détruits à l'issue de cette crise. Et le maintien d'emplois. Et le maintien des emplois, évidemment. Merci Benoît Serre. Je crois que je peux vous dire bonnes vacances cette fois-ci, puisqu'on ne se reverra plus. Bonnes vacances, mais après, et on se reverra évidemment, puisqu'on se retrouvera, nous, le 24 août pour de nouvelles aventures. Merci Benoît Serre, vice-président de la NDRH, et puis senior partner au Boston Consulting Group. À très bientôt. Working Progress, c'est tout de suite avec Jérémy Cléda. Et on parle, là, on va commencer déjà presque le débat du cercle RH. Les discriminations physiques, on en parle dans quelques instants. Working Progress, chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Salut Arnaud. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Je vous dis, je regarde mes fiches, alors que c'est une... À force. À force, je regarde mes fiches. Cofondateur de Welcome to the Jungle. Dans quelques instants, dans notre débat, on parlera des discriminations. Et là, avec vous et votre invité, qui est en Skype, en visio, eh bien, on va parler d'une forme de discrimination au travail. Oui, exactement. C'est celle du poids des apparences physiques dans le recrutement. On a tendance à dire que la beauté intérieure, c'est le plus important. Cet adage, il n'a pas l'air de se confirmer pour le recrutement. On va en parler avec Jean-François Marmion, qui est avec nous par Skype. Bonjour Jean-François, vous êtes psychologue. En 2020, vous avez écrit un livre qui, je pense, va bien résumer notre débat. C'est Psychologie et des beaux et des moches. Donc c'est déjà tout un programme. Dans votre livre, vous partagez que le fait que la beauté, c'est un atout, c'est une sécurité tout au long de la vie. Comment ça se joue, comment ça a un impact sur notre vie professionnelle ? Alors c'est un impact dans tous les domaines de la vie sociale, que ce soit à l'école, que ce soit au tribunal même, ou dans les consultations médicales. On dorlote davantage les gens qu'on trouve beaux. On le fait tous machinalement, automatiquement, sans en prendre conscience. Et il n'y a pas de raison que l'entreprise échappe à ce petit jeu. Parmi les motifs de discrimination à l'embauche, en numéro 1, vous avez l'âge, et en numéro 2, l'apparence physique. Et les 3/4 des recruteurs et la moitié des recruteuses considère indispensable qu'un candidat ou une candidate lui plaise physiquement pour avoir une chance d'être engagé. Alors ce qui se joue là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, H-A-L-O en psychologie, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on trouve beau nous paraît quelqu'un de bien. Et ça se joue dès les premières secondes de la rencontre. On a l'impression que quelqu'un de beau, c'est quelqu'un d'aimable, de fiable, de drôle, de cultivé et d'intelligent et de compétent, quelle que soit la profession envisagée. Et inversement, quelqu'un qui nous paraît moche, on se dit, ça ne peut pas être quelqu'un qui travaille bien. Quelqu'un de beau et compétent. C'est une espèce d'automatisme qu'on a dont on n'a absolument pas conscience. Alors, et justement, moi, ce que j'ai trouvé très frappant en vous lisant, c'est que par rapport à d'autres discriminations où on pourrait se dire, qui nous choquent quand on en parle, cette discrimination, elle paraît normale pour la plupart des gens. Je reprends un sondage qui est eu en 2016 par l'Organisation internationale du travail. Il y a quand même un Français sur 2 qui trouve acceptable qu'on puisse refuser une personne après un entretien d'embauche parce qu'on trouve par exemple qu'il est en surpoids ou par manque d'attractivité physique. Donc c'est ce que vous dites en fait. C'est logique, c'est logique, c'est tout à fait acceptable d'ailleurs qu'on puisse le dire à haute voix. C'est quand même une différence fondamentale avec d'autres types de discrimination, non ? Oui, par exemple, vous avez la grossophobie. Alors ça, c'est très clair. Autant quelqu'un qui a un visage pas harmonieux ou qui est petit, on dit que c'est pas de sa faute. Quelqu'un qui est trop gros, on dit mais c'est de sa faute, c'est parce qu'il ne fait pas d'efforts, je ne vois pas pourquoi je l'engagerais, pourquoi il ferait un effort dans mon entreprise pour gérer des projets ou une équipe alors qu'il n'est pas capable de se gérer lui-même et de sortir de son canapé le week-end. Et vraiment, il y a une vraie grossophobie. Par exemple, une étude qui montre qu'aux États-Unis, un homme en surpoids a 12 fois plus de risques d'être harcelé sur son lieu de travail et 16 fois si c'est une femme. Parce que chez les femmes, c'est encore plus gros, plus important. Non seulement cette injonction à être belle, mais à être mince. C'est très intégré partout
dans la société, même par les femmes elles-mêmes. Il y a encore une femme sur 4 qui considère que si elle n'a pas de charme, elle ne peut pas réussir dans la vie. Juste Jean-François Marmion, d'un mot, la discrimination physique, elle porte sur quoi? Vous avez affiné jusqu'à savoir ce qui gênait un interlocuteur dans ce qu'on pourrait estimer la laideur, parce que d'ailleurs la laideur est très subjective. Elle varie évidemment en fonction de chaque regard, mais quels sont les éléments discriminants les plus forts sur le physique? Alors incontestablement le poids. Voilà, ça c'est très clair. À CV égal, une femme aura 6 fois plus de difficultés à être recrutée pour un poste d'hôtesse d'accueil si elle a quelques kilos de trop. Ça, voilà. Le poids, c'est très fort, mais ça peut être la taille aussi. Parce qu'on a fait des études qui montrent que statistiquement, il y a des exceptions, mais statistiquement, les cadres, les gens bien placés dans l'entreprise sont plutôt grands. Voilà. Donc si vous êtes un peu petit, vous partez avec un handicap. Alors tout ne se joue pas autour de ça, hein. Évidemment, au fil du temps, on vous apprécie en tant que personne et on vous apprécie en tant que collaborateur. Mais disons que dans la première impression, et à chaque fois qu'il faut franchir une étape dans sa carrière professionnelle, vous êtes aussi, pas seulement, mais aussi jugé sur votre apparence. Un mot peut-être, Jean-François, sur... vous parliez des États-Unis, des pays anglo-saxons. On a une petite particularité en France, c'est que déjà, on est un des... Alors j'ai découvert ça aussi hein, en préparant ce sujet. On est un des rares pays en France qui considère que cette discrimination, c'est quelque chose qu'on peut répréhender. Alors dans la plupart des pays, ce n'est pas considéré. Est-ce que c'est pas aussi un peu contradictoire par le fait qu'en France, par exemple, on est un des rares pays aussi qui s'attache à avoir une photo sur un CV? Ça semble pas très clair tout ça. Non, c'est pas très clair, mais c'est pas très clair dans la loi non plus. Hein. Il y a une loi qui est passée en 2001 pour discriminer l'apparence physique, sans définir ce que c'est que l'apparence physique. Bah oui. Or, on en a tous deux. On a une apparence subie. Bah, est-ce que je suis un homme ou une femme? Quelle est ma date de naissance? Est-ce que je suis grand ou petit? Quelle est ma couleur de peau? Ça, je ne l'ai pas choisi. En revanche, je choisis comment je vais m'habiller, comment je vais prendre soin de ma personne. Est-ce que je suis approprié pour l'entretien d'embauche? Est-ce que je vais en jogging alors que je vais revenir en cravate, etc. Ça, c'est moi qui choisis. Et la loi n'est pas très claire là-dessus. À l'origine, elle a plutôt été faite pour lutter contre les discriminations raciales, alors qu'il y avait déjà une loi contre ça. Donc, le législateur prend la peine en France de se pencher sur la question sans vraiment définir la question. Donc après, c'est livré à l'appréciation du juge. Et donc peut-être, en plus on en parle souvent avec des entreprises hein, sur le plateau, si la loi n'est pas claire, on imagine que d'une certaine manière les entreprises doivent aller de l'avant et s'emparer du sujet. Quels conseils leur donner pour mieux traiter ça, pour aussi convaincre les dirigeants, les managers peut-être de changer d'attitude ou en tout cas d'avoir ces marqueurs dans la manière dont ils vont appréhender par exemple un entretien de recrutement? Le meilleur moyen, c'est encore d'en parler, quoi. On en revient toujours là. Mais pas seulement de façon verticale, pas seulement parce que le législateur ou les journalistes décident d'en parler, mais parce qu'on en parle entre nous, entre pairs, PAIRS. C'est comme ça souvent que les mentalités évoluent sur un sujet précis. L'homophobie a reculé à partir du moment où on a cessé de considérer que l'homosexualité était un tabou. Il y a 50, 60 ans, on ne pouvait même pas en parler. Aujourd'hui, on peut. C'est pas réglé, mais on peut. Pareil pour le réchauffement climatique. Autrefois, c'est un truc dont on ne voulait pas entendre parler. Maintenant, c'est devenu des sujets de conversation privilégiés, entre amis. Et voilà, le seul moyen de faire avancer les mentalités, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose de vertical. Je décide qu'il faut faire attention, et sinon vous allez être puni, mais que ça devienne un sujet commun dont on parle. Et il faut faire sauter les tabous en entreprise à ce sujet. Jean-François, pas se pousser la tête dans le sable et dire ah ben non, nous on ne pratique pas ça. Si, on pratique ça partout. Jean-François, juste d'un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, malheureusement, c'est passionnant. En fait, vous nous dites quoi? Il n'y a pas d'affaire judiciaire qui arrive au prud'homme sur le fait qu'une femme puisse considérer qu'elle a été discriminée à cause de son poids. Il n'y a pas d'affaire. Si, on peut saisir les prud'hommes dans ce cas. Il y a à peu près 10% des demandeurs d'emploi qui considèrent qu'ils ont été discriminés à cause de leur physique. Hein. Et a fortiori, les femmes sont 2 fois plus discriminées que les hommes. Bon. Donc, évidemment, on peut porter plainte. L'employeur risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison quand même. D'accord, ça c'est la peine maximale encourue par celui qui discrimine. Merci Jean-François Marmion. Psychologie des beaux et des moches, édition Sciences Humaines. Puis je voulais citer vos 2 derniers titres précédents. Ça c'est les beaux et les moches. Puis précédemment, vous avez écrit La psychologie de la connerie. Je vais m'y pencher. Histoire universelle de la connerie, toujours aux éditions Sciences Humaines. Pas de relation entre les deux. Pas de relation entre les deux. C'est 2 livres écrits par ce psychologue qui est rédacteur en chef du Cercle Psy. Merci à lui. Travailler demain, c'est tout de suite, Jérémy. On part à la rencontre d'une entreprise, là encore, ou d'une start-up qui innove. À tout de suite.
Travailler demain, dans notre rubrique Working Progress, toujours avec Jérémy Cléda. On s'intéresse, c'est bien un cabinet de conseil un peu particulier d'ailleurs. Bah oui, parce qu'on parlait de discrimination à l'embauche, au recrutement, c'est un sujet clé. C'est un sujet que vous connaissez bien chez Tenzing Conseil. Élodie Bossan, vous avez fondé ce cabinet de conseil en stratégie un peu différent. Déjà, pour une première raison, c'est que vous êtes une société à mission. C'est assez rare, on va dire, dans votre univers pour être souligné. Et puis surtout, vous êtes très engagé sur le sujet d'égalité des chances. Vous avez fait pas mal de choses, on va en parler, sur le recrutement. Mais on en parlait juste avant, on s'est aperçu que cette égalité des chances, elle n'existait pas vraiment, hein, ne serait-ce que parce que les discriminations physiques qu'on pouvait tous avoir. Comment vous traitez le sujet, vous, chez Tenzing ? Le sujet des discriminations, Tenzing, donc on s'est créé effectivement autour d'une raison d'être, hein, qui est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux populaires, donc en s'affranchissant d'un code qui est celui du diplôme. Donc nous, on recrute des jeunes qui n'ont pas de diplôme de grande école, que l'on va chercher aussi bien dans les territoires, quels qu'ils soient, ruralité, zone périurbaine, également quartier politique de la ville. L'idée étant de leur faire bénéficier de l'opportunité qu'est le métier de consultant. Donc on a bâti un système de... Ce qui est, pour rappel, assez à rebours de votre industrie, où c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir des très gros cabinets de conseil qui favorisent, on va dire, peut-être 4 ou 5, même maximum peut-être 10 écoles classiques, quoi. Alors il est vrai que c'est très à rebours de notre industrie, mais en même temps d'autres acteurs économiques, parce que bon, pour le coup, si seulement le conseil était le secteur le plus discriminant, ça serait. Malheureusement, il suffit de regarder très large. Oui, des initiatives comme des gradués de programme dans les grands groupes ont des politiques très tournées vers les grandes écoles. Donc, on peut dire que le conseil, c'est quelque chose qui est assumé. Point retenu. Mais le mode de recrutement qu'on a pu mettre en place a été basé de façon très pragmatique. On s'est dit, en fait, quelles sont les compétences qu'on doit évaluer? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir-faire pour être un bon consultant? Travailler sous pression, savoir prendre en compte des retours, revenir sur son ouvrage à plusieurs reprises et avoir une bonne capacité de synthèse. Mais pour être concret, sans avoir le diplôme qui va bien, de la bonne marque, de la bonne école. Tout à fait. C'est bien ça dont il est question. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, nos consultants, Tenzing, on compte 50% de jeunes qui ont été boursiers, tout niveau de consultants juniors jusqu'à parmi les... Ouais, vous êtes une passerelle là, dans ce... Tout à fait. C'est une passerelle. Une passerelle et une expérimentation, en illustrant que c'est possible de casser aussi ces biais culturels. Mais les codes de langage, les codes vestimentaires, la façon dont on vit parfois dans certains quartiers de banlieue, avec des habitudes sociologiques, ça, vous les retravaillez avec eux? En fait, on a un souhait, après c'est un travail de longue haleine, même pour nous, qui est de former sans formater. Après tout, pour nous, un consultant doit s'adapter à un code d'entreprise. Il va se fondre dedans. Par contre, les codes culturels, pourquoi revenir dessus? On est plus à l'aise aussi. Enfin, est-ce qu'un code vaut mieux qu'un autre? Reste toi-même. Oui. Reste toi-même, c'est ça? C'est de rester soi-même. C'est aussi, il y a un effet un travail après qui est fait sur effectivement le langage pour être accepté dans l'organisation d'un client. Mais néanmoins, les codes d'entreprise sont souvent des codes aussi culturels, puisque nous, c'est des jeunes qui vont se retrouver face à des directeurs généraux en mission. Et nous, on les invite aussi à sans capacité là-dessus et en leur mettant en avant que leurs codes culturels ne sont pas ni moins bien, ni... Ça peut être un atout aussi, d'ailleurs. Ça peut être un atout. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça d'écart. Là encore, les préjugés sont qu'on imagine un écart important entre cette jeunesse et des cadres dirigeants. Mais dans les faits, il y en a relativement peu. D'ailleurs, peut-être une minute pour revenir sur le sujet du recrutement. Oui. On dit souvent qu'il y a une discrimination sur le diplôme, mais finalement, quand on creuse, on voit qu'une des plus grosses discriminations aussi sur le CV, ça va être la photo et l'adresse. On en parlait il y a quelques instants de la photo. Il y a plein, par exemple, de recruteurs qui ne recrutent pas parce que l'adresse, en fait, ne correspond pas un peu à leur... Vous, du coup, vous aussi, vous conseillez des entreprises sur plein de sujets. Comment vous les aideriez à passer un peu au-delà de tout ça et de ces choses qui, en fait, on l'espère, n'aimeraient plus avoir lieu en 2020? Alors, il est vrai que nous, on a pris cette habitude. Dès lors que... Enfin, c'est ma conviction que vous luttez contre une discrimination, vous êtes en capacité non pas de les traiter toutes, mais vous avez gagné cette sensibilité-là. Ce qui fait que
avec ce recrutement qu'on a ouvert lié à l'origine sociale initialement, il y a eu un souhait d'une lutte globale contre des déterminants qui pouvaient être aussi bien physiques que culturels. Donc, de cette sélection sociale qui s'opère en entretien. Nos clients, pour les accompagner, donc on voit que c'est des sujets qui sont assez compliqués, parce que c'est pas simplement de mettre un outil de sourcing, il en faut, parce que c'est d'aller... Mais il y a beaucoup de langage avec votre client, il y a beaucoup de pédagogie, j'imagine. Il y a de la pédagogie, il y a de la conduite du changement. C'est aussi de faire comprendre que la transformation culturelle ne va pas reposer sur leurs jeunes entrants, mais va être plutôt de leur... Sur l'existant. Voilà, sur l'existant. On peut faire aussi beaucoup de mixité sociale au travers des politiques de mobilité. Et pas simplement que le recrutement, mais finalement, c'est là encore les mêmes mécanismes à l'œuvre. La manière dont vous percevez la compétence, la manière dont vous pensez l'autre. Changer de regard. Changer de On regard. imagine que c'est un impact aussi sur la promotion interne. Oui. S'il y a ce genre d'écart en amont, on imagine qu'il va se répercuter après, quoi. Vous avez des pratiques dans les entreprises, pas toutes, mais des grilles de salaire qui varient selon votre école. Donc à travail égal, salaire inégal. Donc il y a une déconstruction de stéréotypes à faire qui prend du temps. Et ce que simplement on va leur dire, c'est que le changement, ça prend du temps. Et dans nos sociétés où effectivement le rapport au temps, on est dans une phase toujours d'accélération, c'est vrai que ça peut être là aussi à rebours, mais on le sent qu'il y a une urgence dans les entreprises. Il y a le souhait de s'emparer du sujet. Et après, simplement, c'est que nous, on met à disposition notre expertise, ce qu'on a pu expérimenter très humblement. Mais votre business, c'est vous qui allez vers les entreprises, ou aujourd'hui les entreprises viennent à vous par votre valeur ajoutée? Est-ce que c'est vous qui allez les voir en essayant de les convaincre, ou maintenant les entreprises disent avec vous, on a aussi des profils différents? On a fait la preuve. Nous, on accompagne des clients sur des missions qui sont classiques du conseil, plan strat, etc. On a souhaité très humblement faire la preuve que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on est passé de 0 à 40 collaborateurs en 4 ans. On est une entreprise qui performe extrêmement bien. Après, avec un modèle où on redistribue 100% de nos bénéfices à des programmes d'égalité des chances. Mais le sujet, c'était de leur démontrer, regardez, on a réussi à le faire. Ça. En fait, vous pouvez. C'est possible. Et c'est d'attirer leur attention là-dessus. Mais de manière proactive, on reçoit des demandes. Mais c'est des projets de transformation. Ils vont avoir envie maintenant de vous piquer vos meilleurs recrues. Exactement. Ça fait partie du modèle. Vous l'acceptez? Tout à fait. Parce que quand on parle d'ascenseur social, c'est que nous, ces jeunes qu'on a pu recruter, prennent des positions aussi d'encadrement et puissent conduire le changement dans les organisations. Merci Élodie Bossan, associée, fondatrice de Tenzing Conseil, en charge, on l'a compris, de ces recrutements particuliers et sur l'égalité aussi professionnelle, parce que c'est aussi un de vos combats. Merci à vous, merci à Jérémy. Évidemment, on se retrouve demain pour un nouveau Working Progress. On ne va pas être dépaysé parce que dans le cercle RH, justement, on s'intéresse aux discriminations. On a parlé des discriminations physiques, des discriminations à l'adresse, et on va parler de toutes les discriminations. C'est un fléau. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Retour et place à notre débat. Le cercle RH, c'est notre débat chaque jour. Et pour être cohérent aujourd'hui, on a beaucoup parlé de discrimination. Eh bien, on continue dans notre cercle RH à parler de discrimination, qui est un véritable fléau. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'études qui le prouvent. On va en parler avec nos invités. 30% des salariés, tous sexes confondus, considèrent et disent avoir été victimes de discrimination à l'embauche. Elle peut être physique, liée à la couleur de la peau, liée à l'adresse, liée au physique. On va y revenir. Une fois qu'on aura fait le diagnostic, on essaiera de savoir ce que l'on peut faire concrètement. On a beaucoup parlé du CV anonyme. On va en parler avec mes invités. Jean-Marie Leroy, bonjour. Vous êtes le président du cabinet de recrutement Quadra. Alors, comme son nom ne l'indique pas, vous ne recrutez pas que des Quadras. Évidemment, je suis immédiatement tombé dans le piège. Vous êtes un chasseur de tête de haut niveau pour des cadres dirigeants, des cadres qui auront des responsabilités. On va s'intéresser avec vous, évidemment, de la manière dont toutes ces personnes peuvent s'intégrer et prendre des postes à responsabilité. Ça passe aussi par là. Merci d'être avec nous. Aziz Seni est avec nous en direct, en visio, comme on dit. Bonjour Aziz, je suis très heureux de vous voir. Je crois que vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Vous êtes aujourd'hui CEO de C'est Mon Taxi, coprésident de la commission MEDEF, Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale. Vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Et puis moi, je me souviens de vous il y a très longtemps, parce que vous étiez venu m'en parler, de ce livre à l'époque qui avait fait grand bruit, L'ascenseur social est en panne. J'ai pris l'escalier. Ça avait été préfacé à l'époque par Claude Bébéard. Merci d'être
avec nous parce que vous êtes très engagé évidemment dans les banlieues. Vous aviez pris la présidence notamment du conseil de surveillance de Business Angel des cités. Merci Aziz d'être avec nous. Gonzague Lefebvre, merci d'être là. Vous êtes le cofondateur alors de Clever Connect qu'on connaît sous Météo Job. Vous vous êtes penché sur cette question, Gonzague, à travers une étude que vous avez produite sur ces discriminations. Et vous, on en parlera sans détour d'ailleurs, hein, vous parlez des algorithmes, des nouvelles technologies qui peuvent être un outil, l'outil peut-être d'ailleurs, qui éviterait ce rapport physique finalement d'où naît la discrimination. D'abord, Aziz Seni, je voulais juste vous poser la question parce que ça fait longtemps que vous portez ce sujet, ça fait longtemps que vous vous battez. J'avais envie de vous dire tout simplement, quand vous avez sorti ce livre, il y a maintenant une petite dizaine d'années, il commence à dater, l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. L'escalier marche toujours, l'ascenseur a été réparé ou pas depuis ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Non, j'ai pas le sentiment, et il n'y a pas que moi qui le dis, l'ascenseur social est toujours en panne, et d'ailleurs il y a beaucoup de monde dans l'escalier, pour ne pas dire de plus en plus. Si j'en juge par les études qui ont été menées par l'Institut Montaigne, si j'en juge par les rapports de l'OCDE qui nous expliquent qu'en France, il faut 6 générations pour changer de milieu social. Non, l'ascenseur social, non seulement il est en panne, mais j'ai même l'impression qu'on n'a plus du tout envie de le réparer. Donc effectivement, dans ce livre, il y a une dizaine d'années, j'affirmais certaines positions, je faisais quelques propositions. J'avais même cet esprit un peu très républicain, chevillé au corps, où je misais sur le volontarisme républicain des uns et des autres. J'avais une approche très particulière de ces questions de la discrimination. L'âge, peut-être, l'expérience aussi faisant, j'ai changé un petit peu d'avis au fur et à mesure sur mon terrain en constatant que la situation et les situations ne s'amélioraient pas. D'accord, donc la situation est presque pire, si je paraphrase ce que vous nous dites. Gonzague Lefebvre, Jean-Marie Leroy, qu'est-ce que vous dites sur cette question ? Parce que vous êtes des acteurs. Aziz est un chef d'entreprise, entrepreneur, mais il a une vision, je dirais, un peu métaphysique. Il regarde le sujet de manière panoramique. Vous êtes dedans. Gonzague Lefebvre, quel est le constat que vous avez fait à Météo Job ? Parce que vous avez posé la question à ceux qui sont venus sur votre site. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que comme on a un des premiers sites emploi français, on a 6 millions, même presque 7 millions d'inscrits. Donc souvent, on pose des questions aux gens qui sont inscrits pour prendre un petit peu la température sociale. Et là, on s'est intéressé au sujet de la discrimination, notamment concernant les femmes. Et donc on a eu 1500 répondantes et plus de la moitié d'entre elles nous disent avoir déjà été victimes de violences ou de discrimination. Violence. Exactement. Soit pendant l'entretien de recrutement, soit durant leur vie professionnelle. Parce que c'est vrai que quand on parle de discrimination, elle peut s'exercer au moment du recrutement, mais aussi après, durant tout le parcours professionnel. On ne monte pas en grade comme on devrait, on reste bloqué. Exactement. Donc, je pense qu'il y a eu différentes études qui ont été soulignées aujourd'hui, et celle-là le conforte, le confirme. On a des difficultés au niveau de l'âge, mais on a aussi des difficultés au niveau du physique, de l'adresse, de la consonance des noms et du sexe. Voilà. Donc ça, c'est l'information peut-être que je peux apporter sur ce sujet. Qui vient corroborer plusieurs études, celle du MEDEF, celle de l'OIT, et puis il y a un rapport du Conseil d'analyse économique là, très récent de juillet, qui fait des propositions, et on va les commenter, et qui faisait le même diagnostic. Les choses ont peu ou pas assez vite évolué. Les cadres que vous allez faire rentrer dans votre bureau, un peu apeurés, que vous allez caster, c'est un des critères, le critère, excusez-moi de le dire cash, de la diversité. Parmi tous ces jeunes qui sont aujourd'hui moins jeunes et qui viennent de la diversité, ils ont des diplômes, ils ont des qualités. Pour certains, ils habitent encore dans des villes ou des quartiers qui sont pointés du doigt. Est-ce que vous les encouragez ? Est-ce que vous leur tendez la main ? Oui, évidemment. Je pense qu'il y a deux temps très différents, en fait. Et je pense qu'il faut savoir les distinguer. Il y a le temps du CV, comme on disait tout à l'heure, le temps où on n'a pas encore rencontré la personne et où la rencontre n'a pas eu lieu. Et ce premier temps, en effet, il peut y avoir un certain nombre de discriminations. Et nous, notre rôle, en tant que chasseur de tête, donc proactif à aller chercher des candidatures, c'est de passer et de faire fi de ces barrières discriminantes. Excusez-moi, évidemment. Et de convaincre votre client, parce que vous êtes entre deux cymbales. Hein. Il y a un client qui a des exigences, donc des DRH, pour le dire un petit peu abruptement, puis vous avez des candidats et le DRH vous dit non, ça ne correspond pas. Comment vous faites là ? C'est pas les DRH les plus compliqués. Moi, je suis dur. Ce sont les dirigeants opérationnels qui sont plus durs à convaincre. Les DRH, ils sont sensibilisés. Les dirigeants opérationnels le sont peut-être un peu moins.
Ça, c'est important. Donc il vous dit, je ne veux pas de ce profil. Alors, notre Enfin, c'est rôle, terrible. Notre rôle, c'est clairement d'être dans la proactivité. C'est pour ça qu'on n'est pas, ou alors sinon on s'appelle météo job. On n'est pas dans la réponse annonce. Nous, on va chercher les profils. Et quand on va chercher les profils, l'objectif, c'est de créer une shortlist. Et quand on constitue une shortlist, bien sûr qu'on va pouvoir, grâce à la shortlist, où on va avoir plusieurs profils finalement qui vont être présentés, on va pouvoir inciter ou forcer d'une certaine façon, conseiller, on dit, mais on peut conseiller de façon insistante. Avec subtilité. Voilà, exactement. Et en disant, vous en avez qui sont pile dans la plaque, comme vous les attendez. Mais puis il y en a d'autres qui sont un peu différents, mais voyez-les, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Parce que, justement, on revient sur cette deuxième étape, qui est non négligeable, et qui est l'étape de la rencontre. Et là aussi, il peut y avoir discrimination. Et là aussi, on peut travailler et préparer complètement le candidat, parce qu'il faut qu'il se synchronise. Parce que, comme on disait tout à l'heure, et quand je vous écoutais, je partageais l'avis, évidemment, il faut savoir se synchroniser par rapport à l'employeur. Il faut savoir le faire pour se trouver, finalement. Et puis, dans un second temps, il faut savoir être complémentaire. Donc, il faut savoir se synchroniser pour rentrer en contact et rentrer en relation. Et puis après, il faut savoir être complémentaire pour apporter ce que votre employeur vient chercher. Parce que l'employeur... Il faut répondre quand même à un cahier des charges. Parce que c'est pas, il faut répondre à un cahier on des n'est pas charges. dans la discrimination positive. Parce que... Clairement, l'employeur, quand il lance un recrutement, c'est qu'il a un problème il a un besoin à résoudre. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc, il va aller chercher quelque chose qu'il n'a pas chez lui. Et voilà. Et c'est là où on peut aller travailler, évidemment. Aziz Seni, je vous donne la parole, Gonzague Lefebvre, parce qu'on va assez rapidement arriver sur la technologie, sur les mesures concrètes, parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, qui est effectivement dramatique pour certaines femmes, certains hommes, pour 1000 raisons, il va falloir s'intéresser à ce qu'on fait. D'abord, Aziz Seni, il y a ce conseil d'analyse économique. Vous avez été chargé par le MEDEF de réfléchir à toutes ces questions. Vous avez fait des propositions. Le conseil dit, c'est intéressant, les discriminations, je le cite, sont un fléau qui touche largement la France. Il parle de porter à 4 semaines la durée de congé paternité, former les salariés à la non-discrimination. Et puis une autre idée qui est importante, c'est renforcer les interventions sur le temps scolaire visant à améliorer les aspirations à l'estime de soi. J'imagine que sur ce point-là, c'est un point important. Il ne faut pas attendre que le salarié soit en perte de confiance liée à ses origines, à son quartier. C'est dès l'école que ça commence. C'est dès l'école, mais c'est dès l'école quand vous dites dans son quartier ou dans sa zone rurale, parce que rappelons quand même, je ne sais pas si ça a été rappelé, il y a 25 critères de discrimination officiellement, l'origine ethnique, l'origine territoriale, etc. Mais il y a l'effet d'exemplarité. Si vous prenez cette zone que sont les zones urbaines sensibles, les banlieues, mais c'est valable pour les zones rurales, les discriminations créent des contre-exemples. Parce que quand vous faites, comme je le fais, des interventions dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, que vous avez des jeunes qui vous disent mais à quoi ça sert l'école, parce que des bacs plus 3, 4, 5 dans le quartier, il y en a plein qui tiennent le mur et qui ne trouvent pas de boulot, vous créez des contre-exemples, vous donnez des justificatifs à tous ceux qui disent l'école ça ne sert à rien. La promesse républicaine, comme on le dit avec des grands mots, elle ne tient plus. Donc il y a quelques années, moi j'étais sur un discours très volontariste républicain et je croyais vraiment que mes pairs, PAIRS, entrepreneurs et particulièrement dans les grands groupes, feraient cet effort. Manifestement, c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, moi j'en suis arrivé au sein du MEDEF et au sein de la commission que je porte, qui m'a été confiée avec Dominique Carlac, qui est vice-présidente et porte-parole, par Geoffroy Roux de Bézieux, le président, c'est de porter une proposition très concrète. Aujourd'hui, la loi et la CNIL permettent de mesurer la diversité. Donc il y a des outils qui existent, qui sont très méconnus. Beaucoup de gens, si vous les interrogez, vont vous dire non, c'est interdit de mesurer la diversité dans les équipes, dans les entreprises. C'est faux. Il y a des outils qui existent. Le problème, c'est qu'ils sont peu connus, assez contraignants, mais ils existent. Et moi, je fais partie de ceux qui aujourd'hui prônent et se battent pour que ces outils de mesure de la diversité soient généralisés, renforcés, presque obligatoires, aussi bien dans les grandes entreprises que dans les petites, parce qu'il est temps de mesurer. Tant qu'on ne mesurera pas, on ne saura pas. Vous ne pouvez pas prendre la température d'un corps malade si vous n'avez pas de thermomètre. Donc, attention, quand je dis mesurer, tout de suite on pense quota, etc. Je ne suis pas pour les quotas. Je suis simplement pour prendre la température statistique, savoir qui et où et comment. Et à partir de là, on pourra commencer à traiter. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il m'entend, sur cette question des discriminations, et je le vois bien au MEDEF avec mes copains des RH, on me dit mais
moi, j'ai pas d'outils très précis pour pouvoir mesurer la diversité. Donc, je peux même, sans le vouloir, discriminer à un moment ou à un autre. Bien sûr. Et c'est vrai que y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils factuels. Il faut des chiffres, il faut mesurer, il faut rationaliser. J'ajoute que moi j'ai plus envie de faire le discours de s'il vous plaît embaucher des petits jeunes de quartier, s'il vous plaît embaucher des petits jeunes de zones rurales. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est clair, les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Recruter, augmenter sa diversité depuis le board jusqu'à la production, développer la diversité ne serait-ce que de 10%, et c'est pas moi qui le dis, c'est plus 7% de valeur ajoutée, plus 7%. Rien qu'en changeant. Restez avec nous, parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'avais une question à vous poser, mais j'ai peur que vous partiez trop loin sur la question des statistiques ethniques, parce que c'est de ça dont vous parlez et non pas de quotas. Voilà une mesure concrète portée par un des membres du MEDEF. Vous, Gonzague Lefebvre, Météo Job, on vous invite aussi, parce qu'évidemment vous avez un volant technologique, et vous dites, et vous l'assumez, utilisons la technologie et non plus l'humain, pour faire du recrutement, ce qui en fait va nettoyer toute la subjectivité du recrutement, puisqu'on le voit, il y a un rapport physique, il y a un rapport à la couleur, à la discrimination. Il y a quand même des chiffres qui sont incroyables sur des salariés qui ont plus de chances lorsqu'ils sont blancs. À candidature équivalente, la probabilité pour les Français blancs d'être invités à un entretien d'embauche est de 50 à 100% supérieure à celle des Français issus des minorités non blanches, dit un des rapports du MEDEF. C'est quoi votre technologie pour justement essayer de limiter cette discrimination ? Oui. Juste avant de zoomer sur la technologie, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que là, le débat est en train de s'orienter sur les solutions. Parce qu'on a partagé les faits, on est tous d'accord, et on peut discuter pendant des heures en disant on n'est pas bon, ok, mais maintenant, c'est concrètement, les entreprises, ça dit comment j'améliore ça. Entièrement d'accord. Et donc, il y a des propositions, comme celle fait émise par Aziz, aligner le congé paternité sur le congé maternité. Ça, c'est une solution concrète, ça peut se mettre en place. On a d'autres éléments. Vous savez qu'il existe une obligation dans les entreprises de mesurer un index d'égalité homme-femme. Donc cet index, c'est est-ce qu'il y a des écarts de rémunération, de promotion, d'augmentation, enfin il y a 5 critères. Donc là, on peut mesurer, effectivement. On peut le mesurer, mais enfin, nous, on a posé la question du coup également. 84% des répondants nous disent ne pas connaître l'existence de cet indice, et plus fort, l'existence de cet indice dans leur entreprise. Donc vous dites au DRH, ouvrez le tiroir, sortez et faites l'étude. Mais ouais, mais plus que ça, parce que du coup, moi, je suis allé poser la question. On est comme une boîte de 135 collaborateurs aujourd'hui. Je suis allé vous voir aussi, notre DRH, Il est où le dossier ? Et donc, on le fait. Sauf qu'on ne l'a pas communiqué, mais enfin voilà, c'est important d'être transparent si on veut progresser. On n'a pas communiqué à tous nos collaborateurs où est-ce qu'on en est sur cet index et quelle est notre ambition pour l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi des éléments concrets. Je rejoins Aziz, mesurons et communiquons sur ça. Et le troisième volet, et c'était du coup votre question, est-ce que la technologie peut être une réponse ? Les algorithmes. Exactement. Donc, par exemple, nous avons développé un algorithme. Vous allez finir par tuer les agences de recrutement. Hein. Non, ce n'est pas du tout notre objectif. On est complémentaires. On est complémentaires. On a développé un algorithme qui permet de scorer, de trier automatiquement des candidats en fonction de leur CV par rapport à une offre d'emploi. Donc, c'est est-ce que le candidat a dans son CV les prérequis qui étaient mentionnés dans l'offre. Ça, c'est pas les soft skills, hein, c'est vraiment les compétences. C'est vraiment les hard skills. Et évidemment, on va exclure de ça la photo, le nom, le prénom, le sexe et l'adresse. Et un élément supplémentaire, d'ailleurs, les hobbies. Parce qu'on peut parfois faire des connotations, c'est-à-dire que si vous faites du golf, vous êtes dans telle catégorie socio-professionnelle. Ou de la boxe thaïlandaise. Exactement, ou dans une. Et l'avantage de cet algorithme, c'est de dire que on est capable de traiter les candidats à stricte égalité en disant je cherchais bac plus 5, anglais, 2 ans d'expérience, tu as ou tu as pas. Que tu sois un homme ou une femme, de tel ou tel quartier. Là, ça répond un peu à ce que dit Aziz Seni. Hein. Wow. C'est factuel, c'est concret. Exactement, c'est très concret. Je peux me permettre de donner la parole à une agence de recrutement parce que je vois que vous faites un peu la moue. Ouais, je suis en partie d'accord. Je pense que c'est très bien sur des jeunes qui démarrent dans la vie d'être sur dans ce schéma-là. Je pense sur des profils de postes en démarrage. Sur des juniors, sur du début de cadre, ok. Sur du cadre dirigeant, objectivement, il faut surtout pas faire ça. C'est catastrophique. Oui, ça aseptise complètement. Je suis d'accord, sauf que quand on parle, le sujet de la discrimination, le cadre dirigeant, c'est 0,001% du sujet de la discrimination en France. Enfin, non, mais je suis d'accord, mais si on veut résoudre le problème de façon un peu macro et globale, il faut le penser globalement. Ma réponse est complémentaire.
L'objectif, c'est surtout de dire que si on commence aussi par la tête, on y arrivera mieux au niveau des jambes. Et donc, si on montre l'exemple au niveau de la tête, on y arrivera D'ailleurs, un peu plus. Sans vous challenger outrancièrement, mais quand on regarde les dirigeants d'entreprise ou les cadres dirigeants, il y a peu aussi de représentants de la diversité. C'est très rare. Bien sûr, mais et ils sont des exceptions qui d'ailleurs sont exhibées. Plus en France qu'à l'étranger. Heureusement qu'on a eu cette loi Copé-Zimmermann qui nous a aidés sur hommes-femmes et qui est sur l'égalité hommes-femmes et qui a un rôle vraiment essentiel et qui ça fonctionne puisque vous prenez une pénalité de 90 000 € par an si vous ne respectez pas ça, par personne dans la discrimination. Donc, on va retrouver ça. Avec la présence des femmes dans les conseils d'administration. Exactement, dans les conseils d'administration ou dans les COMEX. Et les COMEX. L'autre point très important que je voulais relever, c'est que la discrimination, elle existe aussi sur la e-réputation. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et quelqu'un qui a une mauvaise réputation sur le web, sans se détacher de ses a priori nés de propos tenus sur le web sur soi, c'est extrêmement dur de s'en séparer. Donc il y a cette discrimination. Vous-même, quand vous allez... Bien sûr vous êtes dans une shortlist de 3 candidats. On va vérifier. Ben oui. Par contre, nous, l'avantage, c'est qu'on est payé pour aller chercher jusqu'au bout, savoir ce qu'il en est, la réalité des choses. On va évidemment poser le sujet, on en parlait tout à l'heure, poser le sujet avec l'employeur. D'accord ? On va l'en informer, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va enquêter derrière. Et donc, on ira très loin dans les investigations pour aller avec sécuriser notre... une fiche très détaillée sur... Quadra, ça vient de quadrare, qui veut dire rendre clair, rendre concret. Voilà, oui. C'est ça que ça veut dire. Merci de m'éclairer. Il faut clarifier les choses. Aziz Seni, c'est intéressant parce que dans le rapport du Conseil d'analyse économique, il y en a eu plein, mais c'est le plus récent. Ça fait écho à ce que vous dites. Il ne propose pas formellement la création de statistiques ethniques, mais il souhaiterait que l'INSEE, donc qui est un organisme public, interroge les gens sur l'origine ressentie des individus, leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Excusez-moi de revenir à ma première question, mais il y avait d'abord... Ça remonte à loin aussi tout ça. Il y avait le CV anonyme, c'est ce que propose finalement Météo Job, qui est de dire, pour des jobs de démarrage de carrière, faisons le CV anonyme. Comme ça, on évite de savoir si la personne a une consonance d'un nom étranger, un quartier de banlieue. Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là précisément ? Sur le CV anonyme, je disais déjà à l'époque, et je le dis encore aujourd'hui, que c'est une solution. Vous savez, à l'Opéra de Paris, on recrute les joueurs d'instruments de musique derrière un rideau. Donc c'est déjà un premier CV anonyme dans le domaine de la culture. Oui. Donc, moi, qu'on recrute sur un CV anonyme, pourquoi pas ? C'est une solution, pour ne pas dire une petite rustine. Hein. C'est pas ce qui va sauver les milliers de profils qui sont chaque année mis sur le côté, eu égard à leur adresse, à leur profil, à leurs origines, à leur couleur de peau, etc. etc. Je préfère quand même le terme de mesure de la diversité au terme de statistiques ethniques, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a 25 critères de discrimination. Mesurer la diversité avec un D majuscule, c'est y intégrer aussi l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, pourquoi pas la confession religieuse, etc. Ne nous voilons pas la face, nous sommes dans un contexte politique, social très particulier. On a Black Lives Matter, on a des problématiques avec un ministre de l'Intérieur qui fait des sorties sur les sujets sécuritaires, et il a raison de le faire. Parlons des choses très concrètes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs et de recruteurs qui ont peur, qui ne connaissent pas certains profils, qui en ont peur. Et je les comprends parce que je les côtoie, j'entends les arguments. Maintenant, il faut les aider, il faut les accompagner et aussi leur expliquer que c'est dans leur intérêt. On sort d'une crise économique, on sort d'un confinement, on a besoin d'aller chercher des points de croissance et la diversité est un levier de croissance. Il faut le dire et le redire. On va gagner de l'argent avec cette affaire. Aziz, donc, n'allons plus Attendez, sur Gonzague, le terrain du cœur Gonzague veut poser une question, sociétal Aziz. ou républicain. Allons sur le terrain économique, et l'économie, ça se mesure. Et ça se mesure avec des indicateurs. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on puisse avoir des indicateurs qui existent déjà, qui sont autorisés par la loi, qui sont encadrés par la CNIL, qui soient généralisés et adaptés en fonction des secteurs et des besoins des entreprises. Vous m'entendez, quand Aziz, on aura des chiffres, quand on aura mesuré, eh ben, ce sera déjà une belle avancée. Vous êtes un tribun, Aziz. Vous avez une question de Gonzague Lefebvre. On fait un forum, Gonzague, on est bien. Exactement. Enfin, l'idée, c'est de partager, d'échanger. Allez-y, mais c'est très intéressant. C'est une vraie richesse. Et je revenais sur l'orientation solution. On a mis en place avec une entreprise
supprimer le CV et commencer par une petite vidéo de motivation. L'idée, c'est de dire, pour un certain nombre de personnes, le CV n'est pas une carte de visite, c'est un frein. Et donc, on va commencer par une petite vidéo de 3, 4, 5 minutes où le candidat va exprimer sa personnalité, ce qu'il a compris du projet de l'entreprise, pourquoi il veut y adhérer. C'est lettre plus que le contenu. C'est une sorte de article. lettre de motivation en vidéo. Et lettre avec un L apostrophe aussi. Initiative qu'on a menée notamment sur des postes de vendeurs en magasin avec une entreprise qui s'appelle Leroy Merlin et qu'on généralise aujourd'hui. Après 1 an de tests, 30% des profils qui ont été recrutés via la vidéo ne l'auraient pas été sur base du CV uniquement. Alors je sais, on va me dire, oui, mais il peut y avoir de la discrimination dans la vidéo. Je suis d'accord. Oui, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure. Le physique. Si quelqu'un connaît la solution parfaite à tous les problèmes pour tous les postes... On l'aurait trouvé déjà. Voilà, Mais du coup, c'est aussi pour être orienté solution en disant, on peut même peut-être parfois faire totalement fi du CV et se dire, d'abord, je recherche, est-ce que tu es motivé? Pourquoi tu veux rejoindre mon entreprise? Et après, creusons peut-être sur tes hard skills et commençons par ce qu'on appelle les soft skills. Et voilà, je pense qu'il existe une combinaison de solutions, pas une seule et unique, qui permettrait de favoriser la diversité. Et là, effectivement, c'est pour des emplois de démarrage, ce ne sont pas les emplois de cadres dirigeants, parce que là, vous vous emboîtez finalement. Là, c'est sur des jeunes qui veulent ou moins jeunes, mais sur des postes qui vont être en relation avec le client et pour lequel la capacité, par exemple, à communiquer, l'empathie vont être peut-être plus importantes qu'un diplôme. Voilà. Mais excusez-moi, je vous repose ma question, puisque vous dites, c'est un concept que je trouve évidemment fondamental. Commençons par la tête, parce que si quelqu'un vient de la diversité et dans la différence, et que cette personne a réussi à devenir cadre dirigeant, derrière, dans ses choix de recrutement, elle n'aura pas les mêmes réflexes. Est-ce que vous réussissez, quand on voit les chiffres d'accès, quand on est blanc, on a 50 à 100% de fois de plus de chances d'être recruté ou d'avoir un entretien que quelqu'un qui est de couleur. Enfin, je veux dire, vous devez quand même un peu galérer, excusez-moi. Je pense que l'intermédiation qu'on joue est essentielle sur ça. C'est-à-dire que des non-professionnels du recrutement vont avoir beaucoup plus d'a priori que être des spécialistes du recrutement. Donc je pense que ça joue énormément. Mais moi, quand je regarde le CV d'un candidat, je fais ça, je découvre déjà la personnalité. Je n'étais pas trop d'accord. Parce que la vidéo, c'est intéressant, non? Non, manière de se présenter, manière de parler. Un CV trop standardisé ne m'intéressera que très peu. Je vais passer à côté d'une rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de sentir, et si le candidat va extrêmement détailler certains points, s'il va utiliser certains mots. Donc c'est physique, là. Vous nous parlez d'une rencontre... Non, je vais le voir sur le CV. Ah oui, donc... Moi, sur un CV, les gens issus de la diversité, c'est justement des exercices dans lesquels ils ne sont pas à l'aise. La rédaction d'un CV, mais c'est là où il faut les accompagner. Je suis d'accord avec vous. Il faut mettre en place des dispositifs pour les accompagner là-dessus. Mais il ne faut pas... Je ne suis pas sûr que ce soit en aseptisant. C'est un terme un peu négatif, donc désolé. Non, c'est un débat. Mais je trouve qu'on perd la... Nous, ce qu'on cherche, c'est la différence. Voilà. Nous, quelqu'un qui est pile dans la plaque, très probablement, il ne sera pas recruté. Encore il sera rassurant les 15 premières minutes. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que la différence s'exprime dans le CV? Mais on peut déjà exprimer beaucoup de personnalité dans un CV. Ça se travaille, un CV. Et on va sentir beaucoup de choses. Avant de nous quitter, je sais qu'Aziz, vous allez être très long si je vous pose la question, mais j'ose vous la poser. Je le redis, est-ce que tout ça ne part pas de l'école? C'est-à-dire même de l'orientation de ces jeunes qui disent dans certains quartiers, moi, je n'ai pas été orienté là où je devais aller, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis retrouvé décrocheur, je me suis retrouvé en galère. Tout part de l'école? Et du stage, surtout du stage. Moi, je suis à fond pour les stages. En 45 secondes. Je ne vous entends plus. Vous ne nous entendez plus? Ah là, c'est bon, je vous entends. Non, bien sûr que tout part de l'école, tout part de la famille, tout part de l'école. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale n'a toujours pas fait son travail de prospective. Quels sont les métiers qui recruteront demain pour pouvoir mieux informer, mieux orienter ceux d'aujourd'hui. L'éducation nationale s'est ouverte un petit peu, mais il y a encore trop peu d'interventions extérieures du monde de l'entreprise, de ces exemples qui viennent parler dans les quartiers ou dans les zones rurales à ces petits jeunes en leur disant, voilà, c'est possible, le champ des possibles, ouvrir le champ des possibles. Bien sûr que des établissements organisent des forums des métiers, etc. Mais il faut plus ouvrir les établissements, les collèges, les lycées, les universités. Elles le font déjà beaucoup, les universités. Mais les collèges et les lycées, davantage aux intervenants extérieurs qui vont témoigner.
Merci Aziz Seni, vous avez été court et passionnant. Merci à vous trois sur ce plateau et en visio. Merci Aziz Seni, je rappelle que vous êtes CEO de Montaxi et coprésident au MEDEF, vous l'avez évoqué sur cette mission confiée par le nouveau président sur les responsabilités entrepreneuriales. Merci à Gonzague Lefebvre, vous allez revenir sur notre plateau, qui est le cofondateur de Cleaver Connect et de Météo Job, puisque vous l'avez cité avec cette étude. Et puis je remercie, et vous reviendrez évidemment aussi, monsieur Jean-Marie Leroy, président du cabinet de recrutement Quadra, et qui ne traite pas des quadras, vous nous avez expliqué ce que voulait dire Quadra. Merci, on termine par Fenêtre sur l'emploi et justement à la découverte d'un jeune aussi ambassadeur du CFA du CNAM. On l'accueille dans quelques instants. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi, le recrutement, les filières de formation. On en parle avec Emmanuel Kinzonzi. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Merci de m'accueillir. Alors, je vais faire une présentation un peu longue parce que c'est important de le préciser. On va le voir dans les images dans quelques instants. Cofondateur de Safnat Panea. Et vous êtes un ancien apprenti du CFA du CNAM et vous allez nous en parler. Vous êtes devenu entrepreneur, je dirais, en vous battant. Vous êtes un jeune de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, c'est vrai que c'est une ville connue pour ses émeutes en 2007. Et vous vous êtes battu pour être aujourd'hui entrepreneur après un master justement fait au CFA. Et j'ai vu en préparant l'émission que vous allez sortir un livre. Et comme on a beaucoup parlé de discrimination, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous êtes un jeune de Villiers-le-Bel, vous écrivez un livre « Je ne veux plus tricher ». D'abord, pourquoi écrire ce livre ? Pour laisser trace, pour expliquer que c'est possible, qu'on peut s'en sortir. C'est tout à fait ça, Arnaud. Le but, c'est de dire aux personnes qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas qu'il est possible de trouver son orientation, possible de trouver sa vocation et qu'on peut y arriver, qu'il faut croire en ses rêves et que c'est possible. Et donc, je suis là justement pour montrer quelque part un exemple en disant, écoute, on peut être issu d'un quartier difficile, d'une banlieue précaire, mais qu'on peut avoir... Ça vous a porté préjudice quand on dit je viens de Villiers-le-Bel et qu'on l'assume, parce que parfois on ne l'assume pas, parfois on enjolive, parfois on ne le dit pas, mais quand on le dit, ça fait quoi ? Effectivement, ça, tout de suite, il y a un regard qui est très curieux, mais j'ai pas voulu le prendre comme un handicap. J'ai pas voulu le prendre comme un obstacle. J'ai voulu justement être plus fort que ça et justement m'imposer dans les fonctions que j'ai pu avoir. Alors vous intégrez une des plus vieilles écoles, si ce n'est la plus vieille, le CNAM, qui est une école très prestigieuse, créée en 1794, c'est pas rien. Et on connaît le CNAM évidemment, on connaît moins le CFA. Et vous êtes aujourd'hui sur ce plateau en quelque sorte un ambassadeur de ce CFA. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ce CFA ? Le CFA du CNAM, c'était pour moi une expérience très enrichissante parce que ça permet d'avoir une expérience dans l'alternance, donc avoir un savoir-faire qui est lié donc au monde du travail. Donc dans l'horlogerie, si je comprends bien. Non, j'ai travaillé au groupe La Poste sur des sujets de rénovation énergétique et en même temps avoir des compétences très scolaires et donc à faire le mélange entre le théorique et le concret. Là, c'est le cocktail positif. Et donc vous allez jusqu'au master. Donc c'est un diplôme évidemment important. Et puis ensuite, la route n'est pas terminée parce qu'avant d'avoir ces montres qui vont sortir en octobre, donc d'être un horloger, un créateur, ce qui n'est pas rien, qu'est-ce que vous faites comme parcours ? Donc j'ai fait ce master, j'ai commencé et j'avais l'idée de créer cette marque de montres. C'est grâce justement au cours du CFA du CNAM que j'ai pu avoir des acquis, j'ai pu avoir cette compétence richesse. Quoi, pour créer l'entreprise, pour créer cette entreprise, pour faire des études de marché, pour créer justement un plan, une stratégie commerciale. Et à la fin de ces études-là, j'ai rejoint un programme qui s'appelle Les Déterminés, donc un programme d'accompagnement qui m'a donné aussi des opportunités, de très belles opportunités. Et donc il y a le School Lab ensuite qui m'a incubé mon projet. J'ai pu aller jusqu'à Berkeley aux États-Unis pour faire des études. Donc effectivement, vous avez fait un cursus à Berkeley. J'ai fait un cursus à Berkeley, effectivement. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est pour de Villiers-le-Bel à Berkeley. De Villiers-le-Bel à Berkeley. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'il est vraiment nécessaire de dire que c'est possible. On parlait de discrimination tout à l'heure. Il faut dire, ceux qui ont réussi, qui ont fait des choses et qui s'épanouissent dans ce qu'ils font, il faut qu'ils disent que c'est possible. Et moi, mon but, par un livre de 77 pages, effectivement, c'est ce que j'ai envie de faire, de dire que c'est possible, trouver son orientation, sa vocation. Pourquoi le titre ? Je ne veux plus tricher, parce que vous avez triché sur de là où vous veniez. On ment un peu sur... Il y a des choses, comme ça. On a du mal à porter ça. On a du mal à porter ça. Et je pense que c'est quand on assume. C'est quand on assume et c'est quand on veut aller plus loin que ça qu'on arrive à faire des belles choses.
Donc les belles choses, c'est vos montres, évidemment. Un dernier mot sur ce CFA du CNAM. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui nous regardent? Parce que là, on est dans des sujets chaque jour à la fin de notre émission sur l'alternance, la difficulté de trouver un maître de stage, difficulté de trouver même son école. Qu'est-ce que vous leur dites? Le CFA du CNAM, c'est la bonne filière? Le CFA du CNAM, c'est la bonne filière, d'une part, parce qu'ils aident justement à trouver la bonne entreprise pour le bon profil, d'une part. D'autre part, c'est que l'alternance, ça permet justement d'avoir une belle expérience. Et on arrive mieux à se vendre derrière, justement, pour avoir le job qu'on rêve ensuite. Et la confiance, parce que c'est important, à travers ce que vous nous dites, il y a aussi la notion de confiance. C'est-à-dire trouver la confiance, trouver des acteurs qui vous accompagnent dans un projet. Exactement. L'alternance, c'est ça, c'est évoluer avec justement des professionnels, une équipe expérimentée qui arrive à donner des bons conseils, qui arrive à permettre de rectifier le tir. Et donc, c'est toujours bénéfique d'avoir ce genre d'expérience. Merci Emmanuel d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Emmanuel Kinzonzi, on va en entendre parler. Safnat Panea avec des montres. Il est le créateur horloger après ce parcours au CNAM. Merci. Merci Arnaud. Pour cette belle émission. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique qui m'aide à la préparer. Et puis on se retrouve demain évidemment pour un nouveau Smart Job. D'ici là, restez évidemment connectés à nos réseaux et à Bismart bien entendu.